Dans le dernier épisode, je vous ai raconté un morceau du destin incroyable de deux protagonistes fondamentaux dans la grande affaire des poisons, Chasteuil et Devanens. Tous les deux trempent dans le milieu occulte de l'alchimie, cette science qui cherche avant tout à créer la pierre philosophale, le Graal pour ces hommes qui peuvent changer les métaux en argent ou en or et tendent vers l'élévation de l'âme et la vie éternelle. Ils sont nombreux à poursuivre cette quête infinie, mais au milieu de la foule de chercheurs, il y a un couple qui se démarque et dont le nom circule dans les plus obscures ruelles, les Bachimons. Allez, je vous les présente. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés des Bachimons. Bachimon, c'est pour aller plus vite. Car en réalité, comme pour deux Chasteuil et deux Vanins, il s'agit encore ici de nobles, les deux Bachimons. Et ça commence par monsieur Robert de la Mirée, seigneur de Bachimon. C'est un noble, mais peu fortuné tout de même, appartenant à la noblesse d'Artois dans l'actuel Pas-de-Calais. Robert, né comme son nom l'indique dans la commune de Bachimon en 1627. Pas au cœur de la capitale quand même. Il n'est seigneur que de quelques villages ruraux qui ne payent pas de mine. Il est propriétaire terrien, certes, mais il a peu d'argent et ne régit pas grand-chose. En 1663, à 36 ans, il devient capitaine dans le régiment de Picardie, mais Robert n'est pas fait pour être soldat. Il s'avère qu'il n'est pas du tout un bon officier. Il ne brille pas par ses compétences, mais plutôt par son absence, alors qu'il fait très souvent le mur pour vivre une vie plus obscure, dont on ne connaît pas grand-chose. Le ministre de la Guerre, François-Michel Le Tellier de Louvois, aka Louvois, que j'ai pu évoquer dans les épisodes précédents, lui envoie même un courrier personnalisé en 1669 pour lui faire part de son mécontentement. Il dit entre autres « Par tous les extraits des revues des compagnies du régiment de Picardie, la vôtre paraît la plus faible et en plus mauvais état. Il est aisé de juger que ce désordre vient de votre absence. » Bam, il se fait remonter les bretelles par le ministre en personne. Et comme il ne change rien à son comportement désinvolte, il est carrément renvoyé du régiment de Picardie 2 ans plus tard, en 1672. C'est à ce moment précisément qu'il rencontre celle qui va devenir son épouse, Marie de la Haye de Saint-Hilaire. Il est d'abord son amant, puis ces deux-là vont devenir indissociables. Elle a un nom bien pompeux, la dame, et ce n'est pas pour rien. Vous allez voir que ça vient avec un peu de privilège en prime. Marie vient d'une famille bien plus noble que celle de Robert. Car oui, même dans la noblesse, il y a un peu de tout. Marie est née en 1621 et elle est la fille de Henri de la Haye de Saint-Hilaire, seigneur du Plessis-Malès, très proche de Louis XIII et de sa cour, vu qu'il y a été carrément élevé. La mère de Marie, en revanche, n'est autre que Françoise Fouquet, la tante de Nicolas Fouquet, le célèbre surintendant des finances du roi Soleil. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait noblesse et noblesse, bon, Marie de la Haye, c'est le gratin du gratin. La famille de la Haye de Saint-Hilaire est très riche et est une famille ancienne de Bretagne qui possède notamment un château à Saint-Hilaire-des-Andes dans l'actuelle Ille-et-Vilaine. En 1639, Marie épouse Siméon de la Haye, seigneur du Plessis-aux-Chats, mais ils se séparent très rapidement, en accord et sur décision de justice. Vous aussi, vous avez tiqué sur le fait qu'ils ont le même nom ? Bon, on est en 1639, faut pas se formaliser pour un peu de consanguinité, je pense. Après sa séparation, Marie passe un moment à Nantes avec sa mère et fréquente notamment le couvent Sainte-Élisabeth, puis en 1664, elle vient à Paris. Là, elle y fréquente la très haute société. 2 ans plus tard, alors qu'il est question d'un contrat professionnel avec 2 partenaires, dont un artisan verrier, Marie déclare être marquise du Plessis-aux-Chats. Sauf qu'elle ne l'est pas. Elle tourne déjà un peu mal, mais ce n'est rien par rapport à ce qui l'attend. En 1672, alors qu'elle fréquente déjà Robert, dit Bachimon, en douce, et qu'elle fait son mari Siméon plus que cocu, elle intente un procès pour dissimulation de profit au fameux artisan verrier à qui elle cherche maintenant des noises, alors qu'il était son partenaire depuis 6 ans. Partenaire de quoi au juste ? Eh bien, on le saura jamais vraiment, mais après coup, en apprenant sa liaison avec Bachimon, les autorités suspecteront que Marie de la Haye était aussi mouillée jusqu'au cou dans les histoires d'alchimie. Bref, elle a quand même l'autorisation de saisir les biens et les profits de l'artisan verrier, quel qu'il soit. À l'époque, les nobles gagnent toujours.
Toujours séparée de son mari Siméon, Marie vit au grand jour sa relation avec Bachimon. Ils habitent même ensemble et lui n'a pas de profession ni de revenus officiels. Il s'occupe principalement grâce à l'alchimie dont il est passionné. Et là, vous allez voir que ça bascule. En 1673, Siméon meurt, encore jeune, dans des circonstances complètement floues qui laissent présumer qu'on a voulu le supprimer. En 1674, Marie de la Haye de Saint-Hilaire épouse Robert de la Mirée et devient Marie de Bachimon. Elle est veuve depuis seulement 4 mois. C'est aussi en 1674 que les Bachimon, devenus un couple officiel mais déjà ensemble depuis un moment, rencontrent Louis de Vanins, alchimiste reconnu, faux monnayeur et fabricant de poisons vendus sous le manteau. Au mois de décembre de cette même année, de Vanins propose à Bachimon de travailler ensemble, flairant que l'homme a du pognon et qu'il va pouvoir lui vendre du rêve pour que derrière le couple finance ses expériences. Ça coûte cher d'être alchimiste. Bachimon, qui s'intéresse depuis toujours à l'alchimie, se laisse prendre au jeu. Comme de Vanins, Bachimon rêve devant le mythe de la pierre philosophale de Nicolas Flamel et s'instruit réellement pour s'en approcher le plus possible. Pour toucher du doigt ce mythe, il n'hésite pas à se plonger à corps perdu dans la quête. Grâce à la fortune de Marie, devenue sa femme, il transforme son appartement rue des Fontaines, près de l'enclos du Temple, en un véritable laboratoire. Alambic, fourneau, tout est là pour distiller, transmuter, chercher sans relâche. Pour l'impressionner et le garder ensuite à sa botte, Louis de Vanins tente l'expérience qu'il n'a jamais réussi auparavant, quoi qu'il en dise, changer du cuivre en argent. Sous les toits de la rue des Fontaines, de Vanins distille avec Bachimon toutes sortes de plantes, comme du genêt, du vermiculaire, aussi appelé tête de souris. Le valet de Vanins se rend régulièrement dans les bois près de Paris pour cueillir les plantes dont ils ont besoin et ramène le tout au laboratoire. Puis vient le jour tant attendu pour de Vanins qui, après des jours de distillation, va enfin pouvoir changer la grenaille de cuivre qu'il a fait acheter à Bachimon en argent. Dans la cuve, il ajoute de l'arsenic, du salpêtre, du mercure, du vitriol et victoire, tadam, de l'argent en poudre fine. Après avoir refondu cette poudre métallique, ils en sortent un lingot d'environ 115 grammes qui sera ensuite acheté par l'Hôtel des Monnaies pour une somme rondelette. Incroyable, mais est-ce vrai ? De Vanins a-t-il vraiment réussi à transmuter le cuivre en argent ou bien est-ce encore un de ces tours de passe-passe dont il a le secret ? Ce n'est pas une question que se pose Bachimon, qui a les yeux ouverts comme des soucoupes et qui crie « denier ». Sa question à de Vanins, après ça, est très simple. Est-ce possible de créer de l'argent en grande quantité ? Certainement, lui répond de Vanins. Et si pour ça tu venais un peu avec moi en Savoie pendant que je m'en vais voir un ami qui a le secret de ces transmutations ? Il connaîtrait même celle des bas métaux en or. Malgré les économies du couple Bachimon qui fondent comme le cuivre dans le fourneau, Bachimon et de Vanins se tapent dans la main, puis ils embarquent Marie et tous les trois partent pour la Savoie en mars 1675 à la rencontre du compère Chasteuil. Le duo de Vanins-Chasteuil devient enfin la bande des alchimistes. À Turin, où il reste 1 mois et demi, les Bachimon se lient d'amitié avec Chasteuil et son camarade Larocque, tous deux au service de Charles-Emmanuel II, duc de Savoie. Contre toute attente, Chasteuil accepte de leur montrer à tous la transmutation des métaux en or. Mais pour ça, il faut pas mal de matériel et des matières premières. Il faut une huile noire qui sent fort, ça il l'a. Mais il lui faut aussi des tournesols, allez savoir pourquoi. Et les tournesols à Turin, il n'y en a pas. Alors, ils conviennent de rentrer à Lyon, travailler discrètement et secrètement sur cette fameuse transmutation. Ils font une dernière réunion avant de quitter Turin et les consignes sont claires, on ne communique pas avant de se retrouver en France, à Lyon. « 8 juin 1675, jour du départ pour la bande des alchimistes. De Vanins est en proie à de violents maux de ventre et des nausées après avoir bu un verre au cabaret le matin même avec Larocque. Fulminant déjà contre Chasteuil, qui croit prêt à l'éliminer, même si ses accusations ne durent pas bien longtemps. Chasteuil parti devant, les 3 compères restants ne demandent pas leur reste à Turin et passent la frontière dans la journée, comme prévu. En arrivant du côté de Chambéry, le 12 juin,
Ils apprennent la mort du duc de Savoie. Coïncidence, me direz-vous ? Eh bien, pas sûr du tout. Le maître de Chasteuil, le duc de Savoie, était un homme en pleine force de l'âge, sain, fort et fin chasseur. Sa disparition est subite et en surprend plus d'un en Europe car il a à peine 40 ans et ne présentait aucun souci de santé apparent. Officiellement, sa mort est due à une fièvre. La femme du duc de Savoie était en fait une princesse française, Marie-Jeanne de Savoie-Nemours. À la base, elle était fiancée au prince Charles de Lorraine, qu'elle aimait profondément, ce qui était très rare à l'époque. Mais ce qui est moins rare, c'est qu'elle a dû lâcher son amour véritable pour épouser le duc de Savoie pour des raisons diplomatiques. Lorsqu'il meurt, elle devient régente du royaume de Savoie et prend le nom de Madame Royale. Son fils unique, Victor Amédée, n'a que 9 ans. Rappelez-vous, c'est l'enfant dont Chasteuil est le précepteur. Cette femme, Madame Royale, est très proche d'un dénommé Sainte-Maurice, un galant marquis qu'on dit son favori, mais aussi d'Olympe Mancini, une des nièces du cardinal Mazarin, plus connue sous le nom de la comtesse de Soissons. On sait qu'il était très facile pour Chasteuil d'être au contact du palais royal de Turin, puisqu'il était le précepteur du petit Victor Amédée, et que les Bachimont étaient aussi en très bons termes avec la cour de Savoie. On a des traces de leur rencontre avec l'ambassadeur de France à Turin, et même avec l'apothicaire de Madame Royale, la femme du duc de Savoie. Le fait que la bande des alchimistes ait pris tant de précautions pour ne pas se parler entre Turin et Lyon, est-il un indice qui prouve leur culpabilité à tous dans la mort du duc ? Ce qui va en tout cas directement les relier au crime, c'est l'aveu d'un des valets de Louis de Vanins qui va les placer au cœur de la tourmente. Toute la troupe est rentrée en France, mais depuis quelque temps déjà, de Vanins, Chasteuil et les Bachimont sont dans le viseur des autorités. Surtout de Vanins, mais évidemment s'il tombe, sa jolie bande aussi. Un des laquais de Vanins, Nicolas d'Hostel, est arrêté par les policiers et interrogé sur sa présence à Turin et sur la maladie qu'aurait contractée le duc de Savoie. Et là, le gars raconte que oui, il a bien surpris une conversation un peu étrange entre de Vanins et le couple Bachimont avant son départ de Turin. Ces trois-là rapportaient l'histoire du duc de Savoie, qui, ayant transpiré à la chasse, se serait vu remettre une chemise propre, mais empoisonnée. Ne pouvant gérer toute cette histoire, qui prend des proportions européennes, Louvois, le ministre de la Guerre, qui suit de très près cette affaire, commence à se demander si les activités de faux monnayeurs et d'alchimistes du dimanche de Vanins ne cachent pas en réalité des faits criminels de bien plus grande envergure. Il en informe Larénie, alors lieutenant général de la police de Paris, déjà très impliqué dans l'affaire du duc de Savoie, et qui se met, lui, à fouiller dans les allées et venues des proches de la comtesse de Soissons, dont son médecin, passé à Lyon dernièrement, après s'être rendu à Turin. L'hypothèse de Larénie et de Louvois est alors que la bande des alchimistes n'est en fait que le bras armé de quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien plus haut placé qu'eux. Mais qui ? Madame Royale, la comtesse de Soissons, le galant marquis de Saint-Maurice, ou bien encore le comte de Castelmélor, proche de Madame Royale, dont on sait encore si peu de choses, mais dont le nom revient sans cesse. Quoi qu'il en soit, la mort subite du duc de Savoie n'est pourtant pas l'événement qui va déclencher l'arrestation de Vanins, Chasteuil et des Bachimont. Les aveux du valet de Vanins mettent les autorités sur une piste qu'elles ne voudront plus lâcher, tant ces dires sont précis. Mais lorsque Louvois et Larénie informent Louis XIV et la cour de France des avancées de l'affaire, le roi stoppe net la procédure. Et en ce qui concerne la mort du duc, elle ne sera jamais reprise. N'oubliez pas que la justice et la politique sont deux choses bien distinctes. Et il y a fort à parier que Louis XIV avait plus à perdre à mettre sous les verrous les exécutants de ce plan pensé par un autre. J'ai très hâte de vous embarquer dans la suite de cette affaire des poisons qui commence, vous le voyez, à s'infiltrer un petit peu partout jusqu'au cœur du pouvoir. Si vous aimez déjà cette saga, n'hésitez pas à me soutenir en rédigeant un avis sur Apple Podcast, en vous abonnant à Crimes oubliés et en parlant autour de vous pour l'été. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Crimes oubliés.